Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Land Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler de blocage parlementaire, mais tout de suite, les brefs de la semaine avec, en matière d'agents, le Conseil d'État qui nous précise les règles d'indemnisation des congés annuels non pris quand il y a un arrêt de maladie. 2, Conseil d'État toujours qui rend une décision importante sur le statut des agents de l'État et les compétences ultramarines, en Polynésie en l'espèce. Et un décret sur les conditions d'avancement dans les chambres régionales et territoriales des comptes. 2 décisions en miroir en matière de secret. D'un côté, j'ai le Théâtre Paris qui déverrouille assez largement, dans une décision un peu surprenante, l'accès pour les représentants du personnel, y compris les syndicats, à un certain nombre de secrets des affaires transmis à l'administration. Et le Conseil d'État qui dit, quand elle instruit un dossier, l'administration a le droit, y compris les autorités administratives indépendantes ou autres, à un grand nombre d'éléments qui seraient pourtant couverts par le secret des affaires, à charge pour elle de ne pas les transmettre ensuite. Oui, mais si je peux les transmettre très largement, confère Théâtre Paris, mais sur ce Théâtre Paris à suivre. Théâtre Paris toujours, responsabilité, 2 décisions intéressantes. Une qui nous dit, oui, non, l'État a bien commis des fautes sur la Covid-19, sans lien, sans de causalité direct et certain, ce qui fait qu'en l'occurrence, il n'y a pas d'indemnisation. Et même raisonnement sur le chlordécone aux Antilles. Bien. Est-ce qu'un CCAS peut décider que certaines aides sociales facultatives ne seront pas données pour les gens dont la famille a des problèmes au pénal et autres rappels à la loi? Non, nous dit le Conseil d'État, ou en tout cas pas comme ça de manière floue et globalisante. Arrêt intéressant. Et puis, une instruction traditionnelle sur la préparation des stationnements des grands groupes de gens du voyage pour cette année. On a le décret qui est enfin sorti sur la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. En matière d'urbanisme, c'est grosse actualité aussi, avec un décret qui prolonge et ajuste la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en matière d'urbanisme. Conseil d'État qui nous dit dans quelles conditions on peut demander la modification des documents d'un lotissement. Et Conseil d'État, toujours, qui élargit l'autosaisine de la CNAC en aménagement commercial. Et puis un décret qui renforce le cadre juridique des aérodromes, les consultations des collectivités, qui peuvent aller jusqu'à 2 fois à ce sujet, etc. Et puis en matière de contrat. Alors en matière de contrat, le Conseil d'État nous dit que le titulaire d'un marché de travaux n'ayant pas établi de décompte final ne peut être privé de formuler une réclamation sur le décompte général. Bien. Le Théâtre de Lyon admet une résiliation très facilitée quand un marché a été passé sans mise en concurrence dans le cadre d'un démarchage, les fameux marché d'isolation et rémunération sur les certificats d'énergie. Et puis, arrêt important du Conseil d'État qui prolonge toute une série de décisions, notamment de 2020, sur quand un contrat est annulé. Comment apprécier les dépenses utiles à rembourser à l'entreprise et comment ajuste-t-on ce mode d'emploi quand il y a eu des pratiques anticoncurrentielles. Et puis, décret qui est sorti, comme son devancier l'année précédente, sur les dotations spécifiques à donner à certaines régies SPIC, mais dans un nombre de cas assez limité en réalité. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier, blocage parlementaire, que dit le droit? Alors certes, notre Assemblée nationale était le dénu de majorité absolue donné à une coalition stable. Certes, est-ce plutôt inédit sous la Ve République, et certes, est-ce combiné avec une tension dans les débats politiques. Cela dit, la Constitution de 1958 n'était pas forcément bâtie pour des chambres dotées de majorité absolue. D'ailleurs, sans même parler des périodes de cohabitation, l'existence de coalitions malaisées fut assez fréquente dans l'histoire institutionnelle et politique de la Ve République. Notre parlementarisme rationalisé était déjà d'ailleurs en crise, ou en tout cas un décalage entre droit et réalité, selon d'assez nombreux auteurs. Voici quelques références. Et avec un processus parlementaire plus rapide qu'ailleurs, au final. Cela permettra peut-être de faire des textes transpartisans dans la situation actuelle, comme il y en a derrière beaucoup de grands textes. Les créneaux laissés depuis la réforme de 2008 pour les propositions de loi de divers groupes ou l'aménagement de l'ordre du jour peuvent les conduire à coopérer peut-être plus qu'avant la réforme de 2008. Ceci dit, c'est vrai que coopérer politiquement n'est pas notre culture. Le pire censeur sur ce point risque d'être les lecteurs. Les lecteurs qui blâment les politiques d'abord par principe, qui disent « Ah ben non, vous, députés, sénateurs, mettez-vous d'accord pour le pays », mais qui en réalité sera le premier à soupçonner de compromission ces parlementaires dès qu'ils vont se mettre à travailler effectivement ensemble.
C'est les charmes et les limites du café du commerce aujourd'hui transposés sur les réseaux sociaux. Le président de la République, certes, pourrait dissoudre. Alors, il y a eu une polémique ces derniers jours en disant « Ah, mais non, il est obligé d'attendre un an ». Non, il n'est pas du tout obligé d'attendre un an. Il suffit de regarder l'article 12 de la Constitution. Il est obligé d'attendre un an si nous sommes à la suite d'une précédente dissolution, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce. Mais politiquement, c'est un peu tôt pour lui, sans doute. Le recours au référendum sera parfois une solution. On peut, en consultant uniquement les chambres, via l'article 11 de la Constitution, soumettre un grand nombre de sujets au pays et finalement aux citoyens, avec les problèmes que l'on connaît, de risques politiques, d'envie de dire non à celui qui pose la question, de problèmes de participation dans les urnes, bien sûr. Mais on va juste rappeler une évidence, l'article 11 ne s'applique que dans des domaines particuliers. On ne peut pas l'utiliser en dehors de ce cadre. Certes, ce fut fait en 1962, mais depuis, il y a le jurisprudence Auchemaille du Conseil constitutionnel qui a mis bon ordre. Les limitations portées à ce pauvre alinéa 3 de l'article 49 ont été perçues comme indispensables. L'article 49 alinéa 3 était perçu comme une caporalisation du Parlement. En tout cas, les limitations sur ce point sont relativement limitées. La question va être de savoir si ça sera brocardé ou pas dans les médias. Il est vrai de toute manière que, de manière générale, le quinquennat et l'ordre des élections entre législatives et présidentielles ont renforcé nos habitudes d'avoir un Parlement dominé par une majorité forte, elle-même dominée par l'exécutif, au risque d'appauvrir le travail parlementaire et la créativité parlementaire d'ailleurs. Quelques questions sur tout ceci à M. Didier Mauss et à M. Benjamin Morel, que je remercie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, première question, notre Constitution n'est pas inadaptée dans son principe à un vrai fonctionnement parlementaire. Clairement, on a une constitution qui a été pensée par Michel Debré, mais également par d'anciens présidents du Conseil à l'époque, Guy Mollet, Pierre Pflimlin, qui faisait partie du comité consultatif constitutionnel, pour gérer une situation de gouvernement minoritaire. Des dispositions comme le 49 alinéa 3, le vote bloqué, etc. Tout ce que l'on connaît en temps normal ont été faits pour justement gérer cette situation-là. Donc d'un point de vue juridique, aujourd'hui, on a tous les instruments pour arriver à assurer, si ce n'est une majorité, en tout cas une gouvernabilité du pays sur le temps long. Mais les pratiques parlementaires doivent évoluer, non ? Ce qui peut éventuellement poser problème, c'est en effet les habitus parlementaires. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des habitus qui sont très très majoritaires, avec des députés et un exécutif qui ne sont pas réellement rompus à la négociation, avec en plus une transformation assez rapide depuis 2017 du personnel politique, qui fait que, on peut en effet avoir des moments de tension. On l'a vu ces derniers jours. Mais après, les institutions forgent également les hommes et les femmes. On est bien d'accord qu'il n'est nul besoin d'attendre 12 mois pour faire une dissolution. La Constitution ne prévoit aucun délai entre l'élection de la nouvelle Assemblée et la possibilité pour le président de la République de la dissoudre. Ce n'est qu'en cas d'une nouvelle dissolution, après une première, qu'il y a un délai d'1 an. Mais en réalité, pour qu'une dissolution soit efficace, il faut qu'il y ait des conditions politiques très spécifiques. Et à l'heure où nous parlons, je ne vois pas comment ces conditions pourraient se réaliser avant l'automne. Et quid en cas d'urgence, et notamment de besoin d'état d'urgence ? Vous pouvez avoir un état d'urgence qui est déclenché en Conseil des ministres, et une fois qu'il est déclenché, il faut demander l'aval du Parlement. On ne voit pas actuellement dans la stratégie des groupes d'opposition de volonté de faire obstruction par principe. Dans le pire des cas, il reste le 49 alinéa 3. La réforme de l'article 49 alinéa 3 est-elle réellement si bloquante que cela ? Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le recours à l'article 49 alinéa 3 a été limité dans son usage. C'est soit pour la loi de finances, soit pour la loi de financement de la sécurité sociale, soit sur un projet de loi par session parlementaire, qu'il s'agisse de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires. Le paradoxe, c'est que c'est une fois pendant les 9 mois de la session ordinaire et éventuellement une fois pendant les sessions extraordinaires, mais ce n'est pas un fusil à coups répétitif, on ne peut l'utiliser que de manière modérée, mais ceci étant, notamment pour la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, il n'y a pas de limite, et là c'est efficace. Et pour les lois de finances, choix entre le 49.3 ou l'article 47 ? Une sorte de 12e provisoire ?
En fait, il y a le droit à plusieurs 49 alinéas 3 par an sur des textes entre guillemets normaux, mais cette limitation, elle ne concerne pas les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Donc quand bien même vous l'ayez employé avant, vous pouvez toujours utiliser votre 49 alinéa 3 sur votre projet de loi de finances. Par ailleurs, eh bien, comme vous l'évoquiez, il reste les ordonnances de l'article 47. Et quelles solutions opérationnelles pour aboutir à des consensus ponctuels? Et comment gérer les situations difficiles? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut des discussions politiques sur l'objectif de la loi et ensuite des discussions techniques sur la rédaction de la loi. Et là, on se trouve devant le rôle normal d'une commission au sein de laquelle majorité, opposition peuvent discuter, éventuellement pendant des suspensions de séance. En tout cas, c'est là que l'on peut arriver à se mettre d'accord pour trouver un compromis qui n'est pas une compromission entre les aspirations des uns et des autres et parvenir à adopter un projet de loi voulu par le gouvernement, lequel, il faut toujours le rappeler, en vertu de l'article 20 de la Constitution, détermine et conduit la politique de la nation. Alors que se passe-t-il s'il y a de véritables blocages à propos de la loi de finances, c'est-à-dire du budget de l'État pour l'année suivante? Et là, nous avons un ensemble de dispositions extrêmement sophistiquées, à la fois dans la Constitution et dans la loi organique de 2001. Alors je ne vais pas les détailler parce qu'il y a plusieurs hypothèses, mais tout est fait pour que, au minimum, au 1er janvier de l'année suivante, on puisse continuer, 1, à percevoir les impôts, et 2, à payer les services votés, c'est-à-dire à renouveler le budget de l'année précédente pour le fonctionnement. Après, on se met d'accord sur un nouveau budget, une nouvelle procédure et de nouveaux crédits, mais il y a des procédures d'urgence au cas où soit le budget ne serait pas voté, soit il serait voté avec retard, soit même il serait refusé. Et en cas de refus, on peut faire voter d'urgence une loi permettant de percevoir les impôts et de payer le minimum des services votés. Alors qu'est-ce qui se passe si cette loi d'urgence est rejetée? Là, c'est la crise, mais très honnêtement, ça m'étonnerait qu'on y arrive. L'outil référendaire vous semble-t-il utilisable? Alors c'est une question un petit peu embrouillée parce que la procédure est compliquée. Il faut qu'il y ait une intervention du Parlement avec un débat. Il faut que le projet de loi concerne un certain nombre de sujets dont la politique économique, sociale et environnementale. Et surtout, il y a le très grand débat qui date depuis 1962. L'article 11 permet-il de réviser la Constitution? Les juristes disent non, le Conseil constitutionnel dit non, le Conseil d'État dit non. Et donc il y a là, non pas une énigme, mais un point d'équilibre à trouver. En tout cas, dans une situation tendue, le référendum d'initiative présidentielle, pour n'évoquer que celui-ci, n'est pas d'actualité. Il faut que le sujet à soumettre au référendum soit bon, pertinent, un petit peu clivant, et surtout qu'il permette un vrai débat. Ah mais justement, est-ce que la population ou notre structuration partisane sont adaptées à cette éventuelle, très éventuelle, généralisation des référendums? Le référendum est toujours conçu comme étant un plébiscite, ce qui est loin d'être évident. Prenez par exemple 2005. Si vous prenez les sondages CSA de novembre 2004 relatifs au référendum européen, le oui est à 65%. Si vous regardez ce qu'il en est au mois de mars, il est à 45%. Entre-temps, dans les mêmes enquêtes, mais IFOP cette fois-ci, la courbe de popularité de Jacques Chirac était de 36% en novembre et 36% en mars. Donc en fait, le non en 2005 n'est pas un référendum pour ou contre Chirac, puisque la cote de popularité est relativement stable. Donc, mais malgré tout, malgré ce fait, même si les référendums ne sont pas des plébiscites, ils sont vus comme étant des désaveux pour celui qui pose la question. Donc pour un président de la République, avoir recours à l'article 11 dans un moment qui est un moment qui plus est délicat pour lui, est toujours un risque politique. Alors là, on pourrait en avoir peut-être quelques-uns, étant donné qu'on a un président qui ne pourra pas se représenter et pour qui du coup l'enjeu n'est pas tout à fait le même, mais au vu de la faiblesse de l'exécutif, on voit mal par exemple comment un gouvernement qui aurait fait campagne pour le oui à un référendum pourrait se maintenir en étant qui plus est minoritaire en cas de non. Donc le référendum, pour ces raisons politiques-là, aujourd'hui est en effet perçu par les politiques comme étant relativement radioactif, alors que fondamentalement c'est un outil de gouvernement, un outil législatif qui avait été conçu à l'égal de la procédure parlementaire classique par le Constituant. Très bien. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir, Merci à bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.
Au revoir.